Jean Bricmont, bonjour. Bonjour, Jonathan. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes physicien, essayiste et intellectuel belge. On va dire ça comme ça, hein. Voilà, vous avez déjà répondu à une première interview du Cercle des volontaires il y a quelques mois au siège de l'UNESCO à propos de la Syrie. Et c'est ce sujet-là qui nous rejoint encore aujourd'hui, parce que vous avez fait l'objet d'un article de Charlie Hebdo qui s'appelait donc « Les soutiens bruns de Damas », où on vous accuse de fréquenter des antisémites et autres négationnistes. Donc, qu'est-ce que cet article de Charlie Hebdo vous inspire? Mais je pense que l'article est intéressant, pas seulement pour ce qu'il dit de moi, que je vais répondre à cela, mais à cause d'une démarche générale qu'il y a dans certains milieux de la gauche radicale, l'extrême gauche française, et qui me paraît mais totalement surréaliste, suicidaire, et en fait ce que j'appelle l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est vraiment à ça qu'on est arrivé. Alors je vais d'abord expliquer en ce qui me concerne, et puis je vais essayer de passer à des considérations plus générales. Ils disent que Michel Colomb et moi-même avons été interdits parce que nous avons été trop loin, on s'est tellement discrédité qu'on nous a empêché de parler à la Bourse du Travail, que la CGT nous a empêché de parler à la Bourse du Travail. D'abord, si les faits ont de l'importance, c'est vraiment pas vrai. En ce qui me concerne, c'est pas vrai. J'ai été invité par un collectif, pas en notre nom, à parler à la Bourse du Travail, et j'y ai parlé. Ça n'a pas été interdit. Donc j'ai jamais été interdit. Il faut bien vérifier leurs sources. Michel Colomb l'a été, sous la pression d'un groupe soi-disant anarchiste lié à la CNT, etc. Je trouve très curieux que les anarchistes ne trouvent rien de mieux que d'interdire une conférence de quelqu'un qui est opposé à une guerre qui est clairement en violation du droit international, c'était la guerre en Libye. Il vient parler à l'invitation d'un collectif marocain à la Bourse du Travail, et la CNT ne trouve rien de mieux que de faire des pressions sur la CGT pour qu'elle interdise sa venue. Je trouve aussi comique que la CGT, qui n'est pas connue comme étant un syndicat lié aux anarchistes, comment dirais-je, cède à ces pressions. Mais du moment où vous jouez sur le thème rouge-brun, etc., vous, antisémite ou bazar, vous pouvez tout est permis, donc vous pouvez interdire. Bon, premier point. Deuxième point, il reproche que j'étais dans une manifestation pro-Syrie, je crois qu'ils appellent ça, avec Chatillon, un ancien dirigeant du GUD. Je pense que je ne le connais pas. J'ai vu une fois, mais enfin, c'est pas quelqu'un que je dirais que je connais. De toute façon, moi, j'ai aucune relation avec le GUD, forcément. Et Ginette Scandrani. Alors, Ginette Scandrani, je la connais. Et c'est vrai que j'étais à cette manifestation. Alors, pourquoi je vais à une manifestation? Mais c'est assez logique, puisque je suis, depuis des années, et depuis le Kosovo, opposé à la politique d'ingérence, pour la défense du droit international. C'est assez logique que je m'intéresse à des Syriens qui, eux, sont opposés à la politique française à l'égard de leur pays. Ça me paraît légitime, de au moins leur parler. Parce que, on viendra à ça, c'est le simple fait de parler avec des gens, avec qui on n'est pas nécessairement d'accord, mais qui sont différents de la ligne officielle, la ligne du parti, qui est celle de Charlie Hebdo aujourd'hui, qui est considérée comme criminelle. Donc je rencontre ces gens-là, et j'ai rencontré Ginette. Alors, Ginette Scandrani, c'est quelqu'un d'assez particulier, parce que c'est quelqu'un qui était porteuse de valises à l'époque du FLN. Bon, algérien. Bon, c'est criminel, ça. Son père était dans la résistance et il connaissait Garaudy. Et donc elle connaissait Garaudy et elle a assisté au procès Garaudy. C'est un pur procès pour délit d'opinion, on peut y assister, ça n'a rien de criminel, c'est une des choses qu'on lui reproche. On répète sans arrêt qu'elle était exclue des Verts pour négationnisme, mais moi j'attends, peut-être je me trompe, mais j'attends qu'on me donne un texte d'elle, pas des allégations, un texte. Alors quand on dit que c'est une antisémite, j'ai l'impression que c'est une antisémite avérée, simplement parce qu'on répète qu'elle est antisémite, mais je reviens des preuves, d'accord? Et elle est pour un État unique en Palestine. Mais ici, j'ai un article de l'International. Alors tout le monde trouve ça scandaleux, mais ici, j'ai un article de l'International Tribune qui s'appelle « La futilité de la solution à deux États ». Et c'est un colon dans les territoires occupés qui dit cette histoire de deux États, ça ne tient pas debout. Il y a un Israélien sur 10 qui vit en dehors de la ligne verte, jamais on ne le ramènera. Et donc, la situation actuelle est parfaite, il faut seulement l'améliorer. Tout le monde est content, la Jordanie, l'autorité palestinienne, l'Arabie Saoudite, tout le monde est content. Toutes ces histoires de droit international, de solution à deux États, c'est des carabistouilles et c'est publié dans l'International Tribune. Donc, c'est la même position que celle de Ginette Scandrani, sauf que Ginette Scandrani veut une solution démocratique. À un État, mais démocratique. Lui veut un État avec des citoyens de deuxième zone.
Parce que s'il y avait le droit de vote pour les Palestiniens dans un territoire occupé, ça changerait beaucoup la composition de la Knesset. Donc, c'est tout. Donc, je ne sais pas ce que ça a de scandaleux d'être pour un État démocratique quand de toute façon on nous dit que la solution à 2 États est morte. Bon, alors ça c'est pour Skandrani. Il me reproche ici d'avoir participé à la conférence Axis for Peace qui est organisée, je crois, en 2005 par Thierry Messant à Bruxelles, tout près de chez moi. J'étais invité à y parler avec le Shannon Outar, qui est un des fondateurs du mouvement intermondialiste, un théologien de la libération. J'ai parlé de nouveau de ce dont je parle d'habitude, violation du droit international, politique d'ingérence, impérialisme, etc. Alors on me reproche le fait qu'il y avait, je ne sais plus, il y avait un général russe, des conspirationnistes américains, Dieudonné, une historienne française, Annie Lacroix, qui est considérée comme trop à gauche pour eux, sans doute. Enfin bon, je veux dire qu'il y avait toutes sortes de gens là. Il y avait aussi une journaliste cubaine qui m'avait interviewé, enfin, qui est française mais vivant à Cuba. Et je veux dire, il y avait toutes sortes de gens là. Bon, ben, je trouve toujours comique qu'on me reproche d'assister à ça. Pourquoi? Ils me disent que, peut-être ils pourraient dire que je légitime ces gens-là, mais un général russe n'a pas besoin de moi pour être légitimé, il ne me connaît pas, il n'a pas besoin de moi pour être légitimé. C'est une drôle d'idée que l'extrême gauche française a, que d'une certaine façon elle va distribuer les bons et les mauvais points dans la terre entière, que tout le monde se fout complètement de ce qu'elle pense et qu'elle ne fait pas 5% aux élections ou 10% aux élections en France. Et il y a une espèce d'idéologie comme ça qu'on ne peut pas se compromettre avec des gens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler avec des gens. Or, ces gens-là se réclament toujours des Lumières. Or, à l'époque des Lumières, si je ne me trompe, il y a un livre qui s'appelle « Comment peut-on être persan » qui a été écrit. Et maintenant, si on se demande comment peut-on être réellement iranien, palestinien, partisan du Hezbollah, chinois, russe, vénézuélien, cubain, nicaraguayen, n'importe quoi, on ne peut pas. On peut évidemment manger des nourritures de tous les pays, écouter de la musique de tous les pays. Ça, c'est politiquement correct. Mais si vous posez la question de comprendre la perspective politique que d'autres personnes ont en dehors de la sphère occidentale, en dehors de ce petit monde finalement qui regroupe les États-Unis et certains pays européens, pas tous, alors là, le simple fait de parler avec ces gens, le simple fait de les écouter est déjà considéré comme criminel. Et ça, je trouve ça vraiment absurde. Alors les soutiens, alors je voudrais généraliser. C'est une tactique, les soutiens bruns à Damas, j'ai vu ça, les soutiens il y avait, dans le point, il y avait un article, les soutiens français à Milosevic, dans lequel se trouvait Chomsky, par exemple, à l'époque de la guerre du Kosovo, français, je ne sais pas pourquoi il est français, mais il y a toujours cette idée, c'est une constante de la propagande de guerre, que si vous êtes opposé à une guerre particulière, vous êtes un soutien de l'autre camp. Mais ces gens-là, qui écrivent dans Charlie Hebdo, ne m'expliquent pas pourquoi ils ne sont pas des soutiens du Qatar et de l'Arabie Saoudite, qui manifestement arment les rebelles en Syrie, ce qui est une ingérence contraire au droit international. Vous ne pouvez pas armer les rebelles en France ou distribuer des armes dans les banlieues pour essayer de foutre le bordel. Je vous assure que la France n'aimera pas ça, elle considérera ça comme une ingérence inacceptable. Donc, qu'on accepte ou pas, qu'on aime ou pas le gouvernement syrien, le fait est que c'est une ingérence de Qatar, l'Arabie Saoudite, des États-Unis, de la Turquie, c'est tout à fait évident qu'il y a cette ingérence. Bon. Alors évidemment, si on dit aux gens de Charlie Hebdo, mais vous soutenez ces pays-là, non, on soutient les démocrates syriens. Les démocrates syriens, bon. Mais moi, je rencontre des Syriens, évidemment, qui ne sont pas très contents. Quand on a ces démocrates qui crient des slogans du style « les chrétiens à Beyrouth, les alaouites au tombeau », bah, les chrétiens, les alaouites, les laïcs ou même les sunnites peuvent être inquiets. Ils peuvent se demander si ils peuvent être inquiets. On a au moins le droit de leur parler. Moi, de toute façon, je ne soutiens aucune solution en Syrie parce que je peux en implémenter aucune. Je peux en mettre aucune. Donc, le problème, c'est qu'ils ont ils ont complètement... il y a 2 poids 2 mesures, si vous voulez. Si vous êtes opposé à une guerre, si vous défendez le droit international, si vous défendez une politique de non-ingérence qui est pour moi essentielle aujourd'hui parce que la crise syrienne nous mène au bord du précipice, non seulement en Syrie, mais aussi en Iran, parce qu'évidemment, si la Syrie saute, la prochaine étape c'est l'Iran, et la prochaine étape c'est peut-être l'Iran de toute façon. D'après la Tribune, il y a quelques jours, l'ambassade française en Israël s'apprêtait à évacuer les ressortissants français d'Israël en cas d'attaque. Donc on est quand même dans une situation assez sérieuse. Et si vous défendez cette position-là, vous êtes considéré, vous êtes traité de tous les noms, alors qu'il n'y a jamais eu de discussion sur cette position. Alors, je vais prendre 2 autres exemples, je ne sais pas si vous le voyez ici. Ça, c'est un tract qui Libye, massacre général. Alors, c'est un tract, je vais donner le contenu du tract. C'était une manifestation qui avait lieu en février de l'année passée à Toulouse. Et ils disent, où est l'Europe, où est la France, où est l'Amérique, où sont les ONG?
quand la communauté internationale vont-ils mettre fin à leur silence, complice et intervenir? Donc il demande à un mois de l'intervention en Libye d'intervenir. Et il dit, est-ce que la valeur du pétrole est plus importante que le peuple libyen? Donc il reproche en fait à la France de ne pas intervenir à cause des intérêts pétroliers français ou américains en Libye. Alors qu'après le CNT dit 35% du pétrole libyen pour la France, etc. Ils ont l'air malins. En février, l'extrême gauche, alors c'est tout le monde, hein, c'est toute l'extrême gauche, l'alternative libertaire, c'est Attaque, c'est Lutte ouvrière, la LDH évidemment, le mouvement de la paix qui par conséquent est pour la guerre, le MRAP, le NPA, différents trucs gauchistes, le PCF, etc. Donc c'est tout le monde. Toute l'extrême gauche française est là, appelle en fait à l'intervention. Ils ont tous accepté ça. Alors il faut quand même essayer de réfléchir à cette idée que dans toutes les interventions que l'on fait, y compris en Afghanistan, la France en fait sert de supplétif aux Américains. Sans les Américains, sans leur déploiement de bases, de missiles, de surveillance, etc., les guerres humanitaires françaises seraient simplement impossibles. Nous ne sommes pas prêts à dépenser l'argent que les Américains dépensent pour le budget militaire, nous ne sommes pas prêts à intervenir tout seuls. C'est toujours avec l'appui des Américains. Donc en fait, la politique que ces gens-là prônent, c'est une politique qui est tout à fait l'opposé de ce qui était la politique gaulliste, de toute la politique qui a fait la grandeur de la France à l'époque de Gaulle, et même à l'époque de Villepin à l'ONU, c'est quand la France prend ses distances par rapport aux États-Unis et est alors un facteur de paix dans le monde. Et quand elle est... On est les harkis des Américains, c'est ça ce que la France est aujourd'hui. Et l'extrême gauche, au nom de la politique d'ingérence, etc., veut cette politique. On est les supplétifs des Américains. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On était les supplétifs des Américains en Afghanistan. En Afghanistan, par exemple, c'est aussi intéressant de voir que pendant toute la période de la guerre en Afghanistan, cette guerre n'a jamais été populaire. Il n'y a jamais eu d'agitation contre cette guerre. On ne me rappelle pas de manifestations contre cette guerre ou de grandes manifestations, rien. Le PC, le NPA, ça n'a jamais été dans le champ de leur critique. Et maintenant, encore moins, évidemment, quand il s'agit de la Libye ou de la Syrie. Alors, je prends ici un tract du PCF qui, lui, s'appelle Syrie, un peuple meurtri, qui est actuel, je l'ai vu aujourd'hui. Alors ils disent bon évidemment ils critiquent le régime Assad, uniquement le régime Assad, pas le Qatar, pas l'Arabie Saoudite, pas les rebelles, c'est le régime Assad qui est responsable. Bon. Mais ils disent la solution n'est pas dans la militarisation, mais dans la recherche d'une solution politique. Alors ils parlent des grandes puissances, dans lesquelles ils n'incluent pas la France, ni le Qatar, ni l'Arabie Saoudite, ni la Turquie. Les grandes puissances, je ne sais pas ce que c'est peut-être la Chine, la Russie, les États-Unis, je ne sais pas, ils disent pas qui. D'accord ? Alors il revient à la France de prendre les initiatives nécessaires pour renouer le fil d'une diplomatie acceptable, qui permette un consensus préservant la sécurité du peuple syrien. À la France. Mais pourquoi c'est la France? La France n'est pas une puissance impériale en Syrie, elle n'est pas une puissance impériale dans cette région du monde. Qu'est-ce que c'est que ça, pas une grande puissance? Et si la France n'est pas une grande puissance, ce qu'elle n'est pas réellement, comment veut-on qu'elle impose une solution aux États-Unis, par exemple? Si ce n'est justement en revenant à une politique gaulliste de souveraineté et d'indépendance et de retrait par rapport au conflit en disant aux Américains allez vous battre en Afghanistan, allez vous battre en Vietnam, etc. Vous allez finir par y laisser des plumes, ce qui c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui était la vision de De Gaulle. Alors au lieu de revenir à cette position qui était aussi celle des communistes à l'époque de De Gaulle, ils sont là, ils disent il faut que la France intervienne, mais comment veulent-ils qu'elle intervienne, avec quelle carte, comment? Et il dit, en plus, il faut lutter contre les grandes puissances. Mais comment lutter contre les grandes puissances? Ce qu'il devrait demander, c'est la non-ingérence de la France dans les affaires intérieures des autres pays. Et retour au principe du droit international. Et c'est d'autant plus remarquable que, par exemple, parce que c'est signé aussi par le Front de gauche, que Mélenchon était récemment au Venezuela, il a été reçu par Chavez, là, c'est des grandes embrassades. Mais si on regarde la position de Chavez, c'est de toute la gauche latino-américaine. Toute cette gauche-là, qui n'est pas fasciste, qui n'est pas stalinienne, qui a la même position que moi. C'est évidemment le respect de la souveraineté nationale, le droit international, etc., etc. C'est toujours leur position. C'est pour ça que j'ai été invité à l'UNESCO par eux. Et donc, on est dans une situation, si on veut, surréaliste où des groupuscules, enfin, je ne sais pas qui est là, des groupuscules antifascistes, réflexes. Ah oui, parce que ça, c'est aussi intéressant que des antifascistes. Ils disent que j'ai été repéré dans la manifestation par réflexe, avec Inès Kanrani et ce monsieur, je ne sais plus, Châtillon. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dans les manifestations et qui repèrent qui est là. Donc on n'a plus besoin de police en France, dans les organisations antifascistes. À quoi sert la police? On n'a pas besoin de police. Puisqu'au lieu d'avoir des flics qui vont dans les manifestations, on a des organisations antifascistes qui repèrent qui est là et qui les dénoncent publiquement. Je connaissais quelqu'un qui était au spectacle du Zénith de Dieudonné le jour où Faurisson montait sur scène. Mais bien sûr, ce n'était pas un ancien programme, il était dans la salle. Il y avait 5000 personnes, c'est un intellectuel, je ne vais pas dire son nom.
Son nom était dans le journal le lendemain. Il n'avait pas dit qu'il était spectacle. Il ne l'a pas dit, c'est le journal qui l'a relevé. Donc je lui ai envoyé un message en disant je trouve ça scandaleux qu'on mette votre nom dans le journal. Et il m'a répondu oui, maintenant il y a une police des spectacles en France. Il y a aussi ça en Belgique. Quand Dieudonné va se produire, on envoie des flics surveiller ce qu'il dit, noter ce qu'il dit pour voir si on ne peut pas poursuivre. Il y a mais ça, c'est encore la police plus ou moins officielle. Mais ici, on a des organisations antifascistes qui ne trouvent qu'il n'y a rien de mieux que d'aller espionner, voir s'il n'y a pas des gens qui peut-être parleraient à des Syriens qui ne sont pas de notre côté. C'est quand même surréaliste. On est à ce niveau-là où la recherche de la paix, de la diplomatie dont le PCF prétend se préoccuper maintenant, qu'on est dans une guerre totale et c'est trop tard pour en parler. Non, on a la guerre totale en Syrie. Je veux dire, les initiatives diplomatiques sont mortes, mais encore faut-il savoir à cause de qui. Et donc, on est dans une situation absolument surréaliste où le simple fait de discuter, de vouloir discuter, soit avec des gens qui n'ont pas notre point de vue, soit de donner une perspective qui n'est pas celle qui est dominante, qui est celle de la politique d'ingérence, d'intervention militaire au service des États-Unis, etc., dans les conflits du Moyen-Orient, ça, c'est immédiatement discrédité. Et c'est immédiatement considéré comme brun, rouge-brun. Et c'est systématique. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui passent leur temps, j'ai vu ça dans les témoignages chrétiens, on voit ça dans Charlie Hebdo, on voit ça... Il y a toutes sortes de journaux qui créent comme ça des amalgames, voilà. Il y a notamment Ornella Guyet, qui... Ornella Guyet, elle est spécialiste là-dedans, elle est spécialiste de ce genre de trucs, mais elle n'est pas... Si avec elle, ça n'aurait pas d'importance, parce que personne ne l'écouterait. Le problème, c'est l'idéologie. On a créé une idéologie à l'extrême gauche qui, d'une part, à cause de la lutte contre le totalitarisme et les dictatures, autorise les guerres, et en fait des guerres américaines, parce que c'est toujours les Américains qui choisissent. C'est pas si la Russie va faire la guerre au Bahreïn, il y a une guerre mondiale demain, mais il y a une insurrection au Bahreïn aussi. Si la Russie va soutenir l'insurrection au Bahreïn, on est parti pour la gloire. Donc il n'y a personne qui va aller soutenir les Palestiniens non plus quand ils sont attaqués, ou les Libanais. Donc il faut se rendre compte qu'il faut réfléchir globalement à cette question du droit international, de la paix, de la guerre, etc. Or, une telle réflexion est totalement impossible depuis des années, depuis l'affaire du Kosovo, où tout le monde a accepté l'ingérence, mais alors le problème c'est que non seulement ils acceptent ça, mais la possibilité même d'en discuter considérée comme sacrilège. Et comme évidemment l'extrême gauche ne fait rien, alors ils laissent indirectement un boulevard à certains courants qu'on appelle d'extrême droite, mais qui sont, disons, transcourants, je ne sais pas quoi. Évidemment, on leur laisse un boulevard puisque l'extrême gauche n'accepte plus rien, n'accepte pratiquement plus de débat là-dessus. Se réfugie dans le ni-ni, se réfugie dans des positions coussi-coussa qui n'ont aucune espèce d'effet, comme la position du PCF aujourd'hui. Quel sens ça a justement d'être de gauche aujourd'hui? Ça c'est un long... Là on est parti pour la gloire. Moi je veux bien répondre, mais je comprends que vous me posiez la question, parce que beaucoup de gens posent la question, pour beaucoup de gens ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens parce que la gauche, il y a une réalité de la gauche et de la droite qui sont d'accord sur ce qui pour moi est l'essentiel et qui se disputent sur le mariage homosexuel ou sur des trucs sociétaux, etc. Mais qui, sur la politique néolibérale, le libre-échange et la guerre, sont d'accord. Et le soutien à Israël, etc. Il y a un certain nombre de choses qui paraissent fondamentaux aux yeux de beaucoup de gens, principalement le néolibéralisme et le libre-échange, mais aussi la question de la guerre et du soutien à Israël, et qui évidemment font que l'opposition gauche-droite paraît complètement bidon. Mais moi, oui, je suis tout à fait conscient de ça. Et je pense qu'évidemment, le problème de Charlie Hebdo, c'est qu'il crée de façon vicieuse, quand il parle de rouge-brun, il crée un amalgame parce que d'une certaine façon, il place dans les rouges-bruns tous les gens qui ne sont pas d'accord avec la ligne du parti, qui est celle, en fait, que je décris, où le conflit porte sur les Roms, sur les sans-papiers, sur des problèmes qui sont soit sociétaux, soit des problèmes insolubles, parce que le problème des sans-papiers est en réalité insoluble. Donc, si on veut des problèmes, ils aiment, c'est ce que j'appelle la gauche morale, c'est-à-dire qu'ils aiment se mettre en avant sur le plan moral, ils sont des grands antiracistes, ils sont antifascistes, etc., etc. Mais quand on parle des problèmes concrets, importants de l'heure sur lesquels on pourrait agir, qui sont, comme je dis, ceux de la guerre, du militarisme et du néolibéralisme, ça, il n'y a pas de débat possible. Alors, ils rejettent tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, ils disent, mais ça, c'est les rouges-bruns.
Et alors effectivement, il y a une alliance de fait qui se fait, si on veut, entre ce qu'ils appellent les rouges et les bruns, bien qu'il n'y ait ni rouge ni brun, mais il y a une espèce d'unité de fait qui se fait, parce que sur certains points, évidemment, il y a des gens qui sont opposés à la politique néolibérale et néoconservatrice. Si la majorité des médias de masse et même des journaux papier s'alignent sur cette ligne politique, qu'est-ce qui reste aux citoyens pour s'informer? Ben vous, vous par exemple, les médias alternatifs, le net, etc. Moi je pense que ça marche assez bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'informent justement par des moyens alternatifs. Et c'est important de les développer. Parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à attendre des médias. Parce que des médias comme Charlie Hebdo, par exemple, il ne faut pas oublier que Charlie Hebdo, en 68, c'est parti d'un mouvement, si on veut, tout à fait alternatif. C'était alternatif à l'époque, d'accord? Mais avec Val et puis avec la ligne actuelle, c'est devenu complètement... en fait, c'est devenu ce que j'appelle l'extrême gauche d'extrême droite, c'est-à-dire ça garde des thèmes d'extrême gauche, ça va se moquer de Sarkozy, de Hollande, ça va faire des caricatures, ça va défendre les Roms, les sans-papiers, ça va prétendre être anticapitaliste, etc. Mais sur des questions importantes comme celles que je mentionne, ils vont tirer à boulet rouge sur tous les gens qui dévient de la ligne. Sur la question de la paix et de la guerre, la question de la souveraineté nationale, par exemple. Si quelqu'un défend la souveraineté, François Asselineau, par exemple, prenez des gens comme ça, ou même Chevènement ou d'autres personnes, alors ces gens-là qui, eux, disent la France doit recouvrir sa souveraineté parce que sinon aucune autre politique n'est possible, ce qui est évident. Si vous n'avez pas votre monnaie, vous ne pouvez pas avoir une autre politique économique, par exemple. Donc, la question de l'euro, etc. Alors là, ils vont tirer Pétain, nationalisme, fascisme, etc., etc. Et donc, tout débat est impossible. Et d'une certaine façon, cette extrême gauche verrouille encore plus de débats que le centre UMP et PS. Maintenant, moi je pense qu'effectivement, si on sortait de ce carcan, d'accord, il y aurait un débat entre la gauche et la droite. Je ne suis pas d'accord avec le concept de rouge-brun, dans le sens que je ne suis pas d'accord. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui ne sont ni rouges ni bruns, mais disons, qui sont de gauche et de droite à différents sens, et qui se retrouvent sur la question de la paix, de la souveraineté, du néolibéralisme, etc. C'est évident. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui étaient très anticommunistes, donc ils étaient de droite pour ces raisons-là, mais le communisme ayant disparu, ils sont, même des libéraux, comme l'économiste Allais, etc., qui sont pour le protectionnisme, qui étaient pour le protectionnisme. Il y a des tas de gens, Paul Craig Roberts aux États-Unis, ou qui sont antisionistes, ou qui sont... Il y a toutes sortes de nouveaux points de vue qui émergent avec la disparition de l'opposition gauche-droite basée sur la fin de la guerre, l'alliance antifasciste entre les démocraties et le communisme. Tout ça n'a plus de cours aujourd'hui. Le communisme a disparu, les démocraties ont beaucoup changé, et donc toutes sortes de questions se posent qui ne peuvent pas être toujours ramenées à ce qu'il y avait, à la situation telle qu'elle existait en 1945. Mais c'est vrai, quant à moi, je pense que, par exemple, je pense à la liberté d'expression, c'était un truc de gauche. Et maintenant, c'est considéré comme rouge-brun de défendre la liberté d'expression. Parce qu'ils ont décidé de faire des lois qui attaquent, soi-disant, les racistes et les antisémites. D'accord ? Ils utilisent ces lois, surtout dans le cas de l'antisémitisme, de façon complètement arbitraire, de façon à faire taire un peu tout le monde, depuis Morin, Mermet, jusqu'à des gens de droite comme Gollnisch. Et donc, ils attaquent tout le monde. Et alors après, si on défend la liberté d'expression, ils disent, voilà, vous êtes rouge-brun, vous êtes fasciste, etc. Mais c'est pas une valeur fasciste, la liberté d'expression, quand même, il ne faut pas exagérer. Si on regarde le fascisme historiquement, il ne défendait pas la liberté d'expression. La paix, c'est pas de droite. La paix, c'est pas un truc de droite. Le droit international, ça n'a pas été inventé par l'extrême droite. Je veux dire, le Venezuela n'est pas une dictature, le Brésil non plus, l'Argentine non plus. Tous ces gens-là ont des positions, tous leurs dirigeants ont des positions qui sont les mêmes que les miennes sur ces questions. Et donc, je veux dire, c'est vraiment assez... Enfin, je trouve ça vraiment assez extraordinaire. Comment dirais-je, comment ils ont réussi à pervertir toute une série dans toute une série de débats, d'accord, à rendre en fait les positions qui pour moi sont véritablement de gauche inaudibles.
La souveraineté, c'est pas de droite, c'est quoi? La souveraineté, c'est la base de la démocratie. Lorsqu'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Si vous pouvez voter, mais pour des gens qui n'ont pas de pouvoir, ça n'a pas de sens. Donc, pour qu'il y ait un sens à la démocratie, il faut que les gens pour lesquels vous votez aient un pouvoir effectif sur le territoire sur lequel ils sont supposés régner. Si vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas de politique économique. Si vous n'avez pas de politique économique, qu'est-ce qui vous reste, par exemple? Donc, la question de la monnaie unique, dans la mesure où il n'y a pas de démocratie européenne, parce qu'il n'y en a pas réellement aujourd'hui, il n'y a pas assez de consensus entre les peuples et une démocratie européenne, il pourrait y en avoir peut-être un jour, mais il n'y en a pas aujourd'hui. C'est une question de nouveau qui est impossible à poser. Mais ça n'a rien de droite. Qu'il y ait des gens de droite qui disent ça, eh ben, tant mieux. Je suis content que les gens de droite prennent des positions qui pour moi sont de gauche. Mais la vraie gauche devrait poser ces questions-là. Or, elle ne les pose pas. Parce que la vraie gauche a réussi à créer ce mythe que toute critique de l'européisme, du libre-échange, etc., est raciste, fasciste, pétainiste, moisi, etc. À cause de ce mythe qu'ils ont créé, le droit international c'est pareil, bon, les guerres humanitaires sont légitimes, tous ces trucs-là, à cause du fait qu'on n'a pas posé ces questions-là, on a fait que des positions qui pour moi seraient de gauche sont balayées et en fait sont laissées parfois à une certaine droite ou extrême droite ou enfin, je sais pas comment caractériser, mais enfin des gens qui sortent du spectre, quoi. Oui, ça c'est évident. Et alors on a ramené le débat gauche-droite sur le mariage, enfin le mariage homosexuel c'était un peu la caricature, mais enfin sur les questions sociétales, l'éducation éventuellement, où il y a encore une certaine marge de manœuvre, des trucs comme ça, la sécurité, mais les questions beaucoup plus fondamentales ne peuvent pas être posées. Est-ce que vous allez faire valoir un droit de réponse à Charlie Hebdo? Je ne pense pas. Ce serait un bon moyen de promouvoir votre point de vue, peut-être? Ben, je préfère le faire par le web, pas avec vous. Parce que je ne vois pas très bien comment... Je connais pas comment dirais-je, la législation des droits de réponse, mais j'ai l'impression que je n'ai droit qu'à l'espace qu'ils m'ont consacré. Donc je ne sais pas expliquer des trucs en quelques mots. C'est beaucoup plus facile pour eux de dire rouge-brun, rencontrer Scanrani, antisémite notoire. C'est très facile pour eux de lancer des épithètes. Si moi je commençais à discuter, alors avec la vidéo ici, je peux répondre. Mais si je commençais à discuter avec eux, d'abord il faudrait qu'ils acceptent de discuter. D'une certaine façon, je n'ai pas envie, mais non, moi j'aime pas non plus la défense du style, mais non, monsieur... Je suis pas méchant, etc. Non, j'ai été à cette manifestation, j'ai été à Access for Peace, et j'en suis fier. Enfin, j'en suis pas fier, mais je le revendique. Pourquoi je peux pas y aller? Pourquoi je peux pas parler avec des gens? Je veux dire, après tout, je rencontre aussi des gens comme eux. Alors, le Guild by Association, c'est très comique. On a fait le coup avec René Balme. Donc, il y avait ce maire de Grigny qui était dans les listes du Front de gauche, du Parti de gauche, et d'un fondateur du Parti de gauche, je crois. Et il a été attaqué par U89, qui est un peu comme Charlie Hebdo, de nouveau, ce truc de gauche qui sert de chien de garde à toutes les idées dissidentes, parce qu'il avait un site qui s'appelait oulala.net, et ce site, il y avait un lien, une interview de Thierry Messant, un truc conspirationniste, un lien Dieudonné, Soral, en fait, je m'en fiche, j'avais ce genre de truc. Bon. Et ils ont fait tout un ramdam avec ça, il a été laissé tomber par son parti, puis il en est parti. D'accord? Mais il y a une leçon à tirer de ça, c'est que d'abord, la culpabilité par association, ça marche toujours dans un sens, c'est comme la censure. Parce que, comme je l'ai fait remarquer par écrit, le parti israélien fait partie de l'international socialiste, le parti travailliste israélien, mais le parti travailliste israélien, Barak pour l'instant, et Barak il appelle à la guerre avec l'Iran, il ne compte pas en détail, il ne se compte pas très gentil. Ils ont participé à la guerre en Gaza, toutes sortes de choses. Mais jamais personne ne va dire, oh, vous ne pouvez pas rencontrer les socialistes français parce qu'ils font partie de l'international avec les Israéliens. On ne peut pas dire ça, on les rencontre tout le temps. Et donc, je veux dire, le Guild by Association, ça fonctionne contre les petits, contre gens comme moi. Ah, vous avez rencontré Ginette Kandrani. Ok, j'ai rencontré Ginette Kandrani. Vous rencontrez des gens vous rencontrez des dirigeants américains qui ont beaucoup plus de sang sur les mains. Ginette n'a jamais tué personne. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Et donc, je veux dire, elle a assisté au procès de Garodi. Ok, so what? Je veux dire, c'est un crime. Je veux dire, elle n'a tué personne. Les autres, ils ont du sang sur les mains, et ils se frottent, ils se rencontrent, ils se parlent entre eux, etc. Et il n'y a jamais personne qui dit « Oh, vous ne pouvez pas le rencontrer, vous ne pouvez pas le fréquenter ». Ça ne marche que dans un sens, cette histoire. Et donc, il faut réfléchir, il faut amener les gens à réfléchir à cette culpabilité par association, à cette espèce de pureté. Alors, évidemment, ils ont perdu un type qui était un militant dévoué, qui était Balme, et ils se tirent une balle dans le pied sans arrêt.
Parce qu'au lieu de réunir les gens, au lieu de rassembler les gens sur une base minimale qui serait la recherche de la paix, la souveraineté nationale, etc., ils essayent au contraire de toujours dire ah, celui-là il a rencontré un tel, on ne peut pas fréquenter Bricmont parce qu'il a fréquenté un tel, etc. Et donc à écarter. Et puis quel est le résultat? Ben, on est à 10%, alors que on est dans une situation qui pour la gauche devrait être pour l'extrême gauche, enfin, on va dire la gauche radicale, le parti de gauche, le front de gauche, qui est absolument idéal. Il n'y a plus personne qui croit au système, toute la jeunesse est dégoûtée, il y a un chômage de masse, il y a une crise économique terrible, et ça va faire qu'empirer. Et donc il devrait rassembler, mais ramasser très très large. Au contraire de cela, on essaie de faire un maximum de sectarisme, de limiter au maximum les débats, d'accord, de s'enfermer dans un antifascisme imaginaire, on va combattre Le Pen, etc., comme c'était ça le problème principal, et de n'avancer sur rien, et de ne se poser aucune question. Moi, je veux bien avoir moi, je veux bien rencontrer. Je rencontre parfois des gens du PC, du mouvement de la paix. J'ai discuté avec eux, mais je veux bien avoir un débat public avec eux, avec le NPA, etc. Sur la politique d'ingérence, sur la guerre, etc. Mais je ne vois pas un grand empressement de leur part en avoir un avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Et donc, on est dans une situation, c'est vraiment frappant que la gauche radicale, qui a en fait un boulevard devant elle, ouvre un boulevard à l'extrême droite en se focalisant, en lui abandonnant certains thèmes comme la défense de la liberté d'expression ou la souveraineté nationale, et en refusant en son sein même d'avoir un débat honnête sur ces questions-là. Ça c'est leur choix, c'est pas le mien, mais alors moi, je continue à jeter mes bouteilles à la mer, c'est tout. Très bien. Jean Bricmont, je vous remercie pour cette mise au point, en espérant que Éric Simon et la rédaction de Charlie Hebdo je vais leur envoyer quand même. Voilà, auront bonne réception de cette vidéo. Ok, merci. Merci à vous. Merci bien.